je vais vous dire tout ça. Non? On ferme la porte, s'il vous plaît. Vous avez chaud? Non, ça va? Bonne température? C'est parfait. Bien. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Vous êtes bien nombreux ce soir à cette conférence, la première d'ailleurs de notre ami. Alors avant cette conférence, d'une part, vous avez sur la table là-bas toute une catégorie de livres, enfin vous faites ce que vous voudrez, effectivement ils sont là pour vous à votre disposition, mais je voulais vous dire quand même que les sentiers du futur ont été très éprouvés ces temps-ci par des disparitions de personnes que nous aimions particulièrement bien. Ça a commencé par le départ de Jacqueline Bousquet, tout le monde le sait, qui est décédée en janvier. Puis après, nous avons eu effectivement une de nos adhérentes dont le mari est présent ici et qui est décédée également aussi en 3 jours à La Rochelle. Puis nous avons dû enterrer également aussi la fille de notre secrétaire, Sylvie Gagognol, qui est décédée également il y a quelques jours. Et nous avons appris ce matin le décès de Sylvie Simon, qui est intervenue à 10h ce matin. On savait qu'elle était gravement malade, mais bon, ça a été extrêmement rapide. Donc on a quand même été durement éprouvé. Il faut espérer que cette série noire s'arrête, parce que ça fait beaucoup de trop. Autrement, ce que je veux vous dire également aussi, c'est que le programme de l'université 2014 est quasiment bouclé. Je pense que vous les aurez à disposition dans le courant du mois de janvier-février. Vous pourrez avoir les programmes. Tous ceux qui sont inscrits, on les enverra à domicile. Et on aura encore cette année le plaisir d'avoir Jean-Jacques Crèvecoeur, qui nous a tiré tant d'ennuis il y a 2 ans. Ça sera avec plaisir que nous l'accueillerons encore, malgré les ennuis que nous allons avoir, probablement avec la mission, la fameuse Mibili. Mais enfin, cette année, s'il nous cherche, l'année prochaine, s'il nous cherche tout dans la tête, cette fois-ci, on tapera assez haut pour que ça cesse. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas vous embêter davantage et je vais vous laisser avec notre ami Sébastien, qui va nous parler l'homme et sa demeure. Avez-vous choisi votre maison ou est-ce celle qui vous a choisi? C'est un thème très intéressant et on pourra en reparler tout au long de cette soirée. Mon cher Sébastien. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Le titre de cette conférence, avez-vous choisi votre maison ou est-ce celle qui vous a choisi? Tout simplement pour que vous puissiez venir déjà avec des interrogations et regarder votre maison peut-être sous un nouvel angle, un nouveau regard. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout au long de la soirée ma vision de la maison, de la demeure. Donc, voilà comment va se dérouler la conférence. Je vais tout d'abord me présenter. Ensuite, pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, je vais venir sur quelques définitions, faire une approche de la maison, aussi bien au niveau matière, énergie, informationnel, le lien entre l'habitant et les habitats, et puis ensuite notion de champ morphogénique et d'identité, quelques exemples pour justement illustrer le tout, et puis après avoir un moment de partage tous ensemble. Donc, je suis Sébastien Lemel. Pour me définir, je vous ai donné aussi ma devise. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain. Cette devise est partie de la construction de notre maison à Saujon en 2004, où j'ai fait le tour un peu des constructions, des pavillonneurs, architectes, etc. Et rien ne me convenait. Donc du coup, j'ai pris l'initiative de faire 2 ans d'études sur les différents types de construction, les matériaux, la géobiologie et puis plein d'autres domaines. Et en 2007 est sortie donc cette maison où actuellement on a notre cabinet donc de consultation en géomorphogénie et mon épouse en psychologie. Derrière ça, j'ai suivi la méthode que certains connaissent du Dr Alain Floch, d'Henri Dost, d'Agnès Sutre, qui est la méthode informative morphogénique.
Pour faire simple, on va plus étudier l'homme dans sa globalité, par la résonance cellulaire. Et donc on va faire une approche aussi bien au niveau du structurel, du fonctionnel, du psy, en passant par la médecine chinoise, l'homéopathie, l'hygiène vitale et la géobiologie. Donc une approche très, très globale de l'être. Et quand j'ai suivi ce cursus, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait des parallèles avec ce que j'avais étudié avant au niveau de la maison, et que le fonctionnel, le structurel, on pouvait faire des liens entre ces deux approches. Et puis l'approche que j'avais fait en géobiologie aussi avec Claude Labasse. Donc c'est comme ça qu'est née la géomorphogénie. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce qu'elle comporte. À côté de ça, eh bien, je suis passeur d'âme, dans le sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que je travaille aussi dans les pompes funèbres. Donc voilà. Donc l'accompagnement des familles et des défunts, ce n'est pas que à travers mon travail de thérapeute, mais aussi dans un travail de tous les jours auprès des familles. Ensuite, je pratique de l'aïkido depuis 18 ans, aussi longtemps que dans les pompes funèbres, où je suis donc enseignant, pratiquant, troisième dan. Et à côté, je fais du Shutaido, je suis enseignant. Donc c'est une technique qui permet de travailler l'enracinement, de retrouver notre verticalité, puis de travailler un peu les flux énergétiques autour de nous. Et donc ça, j'enseigne aussi sur un atelier une fois par mois. Et pour commencer, je voulais vous proposer de faire les 2 premiers gestes de Shutaido pour pouvoir lâcher toute la semaine de travail que vous avez tous et pouvoir bien s'installer tranquillement dans cette conférence. Donc ceux qui le souhaitent, je vais vous montrer, vous allez pouvoir le faire en même temps. On peut le faire assis, debout, couché, mais le soir on va éviter. Donc voilà. Couché, ça me paraît difficile, debout, ça me paraît possible. Voilà, donc vous vous mettez comme vous voulez. C'est des mouvements très simples, très lents. Avec le silence, alors le premier geste qu'on oublie de faire souvent, c'est de se connecter à la terre. Donc on va poser les mains vers le sol pour se connecter à la terre. Voilà, prendre le temps aussi pour soi. Et puis une fois qu'on est bien installé, on va venir ouvrir tout simplement. On va ouvrir. Ensuite, on va prendre le temps de se connecter au ciel. Et puis, on va ramener tout ça dans notre corps. Et on va faire un mouvement inverse. On va reprendre l'énergie de la Terre, qu'on va refaire passer dans notre corps. On reprend le ciel. Voilà le premier mouvement, normalement on le fait plusieurs fois, mais c'est pas grave. Et le deuxième, on va juste se reconnecter dans notre verticalité, dans notre axe. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure. Je vous remercie. Ça va mieux? Donc voilà, je suis taillé. Vous avez un petit avant. Pour ceux qui ont été à l'université d'été, le matin, entre 8h et 9h, il y en a qui ont pratiqué. Effectivement, j'ai venu le matin à 8h, 9h, il y a une dizaine, 15 ou 20 personnes, à peu près, qui pratiquent comme ça pour donner dans le temps, mais c'est très bien. Je vous encourage à le faire. Donc on va retourner un peu plus dans notre sujet, voilà, qui est « Avez-vous choisi votre maison ou est-ce celle qui vous a choisi ?» Alors, on va prendre quelques petites définitions. Qu'est-ce qu'une maison? Donc une maison, c'est un bâtiment de taille moyenne destiné à l'habitation d'une famille, voire plusieurs. C'est la définition du Larousse. Plusieurs, parce que c'est vrai que, en fonction
des traditions, des origines. Eh bien, au départ, la maison accueillait aussi bien les parents, les enfants, les grands-parents, chose qui s'est un petit peu perdue aujourd'hui. Derrière, je vais utiliser aussi souvent le mot demeure. La demeure, c'est le domicile, le lieu où on habite et surtout le lieu où on réside. Donc, que ce soit un appartement, un tipi, une yourte, un chalet, une maison, le lieu où on travaille, eh bien, c'est un lieu où on réside à un temps donné dans la journée. Là, on va plus se consacrer à la maison dans le sens où c'est le lieu où on va résider le plus longtemps tout au long de notre vie. Et puis, c'est vrai qu'on a souvent tendance à confondre maison, habitat. L'habitat, c'est pas un lieu. C'est un ensemble de conditions qui vont être physiques, géographiques, environnementales, énergétiques, informationnelles, favorables ou non à la vie d'une espèce et à son développement. Et on pourrait rajouter pour l'homme le côté psychologique aussi. Donc voilà les termes qu'on va utiliser un petit peu ce soir. Et puis la géomorphogénie, quand même je vous donne une définition. Donc géo c'est la terre, morpho c'est tout ce qui donne la forme, et le génie, comme dans la langue d'Alindin, vous frottez, il y a le petit génie qui sort. Eh bien c'est ces esprits, ces puissances invisibles qui nous permettent de recevoir l'information. On en parlera un petit peu plus tard. Donc la géomorphogénie, ça va être le principe par lequel la Terre, votre maison qui est constituée de la Terre, eh bien, va pouvoir modifier son aspect, ses énergies en fonction des informations qu'elle va recevoir. Donc, qu'est-ce qu'une maison pour, je dirais, le commun de tout le monde? C'est 4 murs et un toit. Voilà, on a défini une maison. Merci, au revoir. Pour moi, voilà, c'est une structure. En fin de compte, cette structure, pourquoi on a besoin d'une maison? À l'origine, tout simplement parce que c'est un abri. Alors, un abri, ça veut dire qu'on veut se protéger de quelque chose. Donc, son premier rôle de protection va être, eh bien, par rapport aux 4 éléments, au feu. Alors, le feu, c'est la chaleur, en fin de compte, ou le manque de chaleur. Le froid, le chaud. Donc à l'origine, dans les cavernes, dans les tipis, on vient se mettre en famille pour pouvoir se réchauffer et ne plus avoir les contraintes extérieures et surtout des 4 éléments au sein de la maison. Donc elle va nous protéger aussi normalement de l'eau, donc des intempéries et logiquement des inondations. Chose qu'on a oubliée déjà maintenant, on construit un petit peu n'importe où, on ne se rappelle plus que les fleuves, les rivières peuvent déborder. Donc du coup, la protection pour laquelle elle est conçue, des fois, les gens l'oublient. Ensuite, on doit se protéger de l'air, donc du vent, des tempêtes, donc tout ça. Derrière, logiquement, on construit une maison adossée à une colline, ou à un bois, on doit faire attention un petit peu à l'environnement. Et pour se protéger de l'air, ce qui est assez marrant, c'est qu'on crée des ouvertures dans la maison qu'on ferme. Juste pour un petit jeu de mots. Et puis derrière, on va se protéger, ça c'est tout récent, le paradoxe, de la terre. Avant, on avait des sols battus, en terre battue, etc. On était au contact de la terre. Maintenant, on a même peur de la terre, donc on fait des radiers, des planchers, et qui nous coupent carrément du sol. Donc, voilà, on a fait notre structure, et dans notre structure, on vient de se protéger des 4 éléments. Ça, c'est son premier rôle. Son deuxième rôle, ça va être une notion de territoire. Donc, de territoire au niveau de la maison, et puis au niveau du terrain aussi, on aime bien se renfermer. L'avantage du territoire, c'est qu'on va être dans un lieu où on doit être à l'abri, où on peut venir se cacher, la belle-mère arrive, on ferme les volets, paf, il n'y a plus personne à la maison, on est tranquille, on n'a pas vu la belle-mère, ni le voisin, etc. Donc on va avoir une notion aussi au niveau de la maison d'intérieur et d'extérieur. Ensuite, elle a un troisième rôle, et pour moi, voilà, c'est le rôle primordial qu'on a complètement oublié d'une maison. C'est un foyer. Autrefois, on appelait ça un foyer. Donc le foyer, c'est le point de concentration aussi bien de la lumière ou de la chaleur,
Et cette source de lumière ou de chaleur, elle vient d'un point plus loin qu'on ne connaît pas. Et le foyer voilà, va concentrer cette source. Donc autrefois, le foyer, c'était la cheminée. Donc, c'est le foyer. Vous aviez la pierre de l'âtre. Donc on appelait ça aussi l'âme de la maison, le cœur de la maison. C'était autour de ce cœur que tout se passait. Donc on venait veiller autour du feu, on venait préparer à manger, on venait raconter des histoires, on venait se réchauffer autour du feu. Et puis il nous éclairait aussi. On n'avait pas tous ces éclairages électriques. Donc on était à l'extérieur de la maison, on voyait voilà, des lueurs éclairer la maison. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours ce foyer chez vous ? Alors, vous l'avez en cheminée, super, mais vous avez un nouveau foyer. Quel est le foyer qui partage, pas pour tous, mais pour une grande partie des personnes, les repas, les soirées, qui allume la lumière dans la maison quand tout est éteint, qu'on voit de l'extérieur des lumières scintiller dans tous les sens? C'est votre télé. Donc le nouveau foyer, c'est la télé. On ira voir tout à l'heure, on parlait qu'il y avait une source de lumière qui venait de on ne sait où, et puis qui est concentrée dans le foyer. La télé, c'est pareil, hein. C'est une source de lumière, on a une information qui vient de ne sait où, et puis qui est concentrée ici. Vous allez voir que du coup, la notion de foyer n'est plus tout à fait la même. Donc, on va continuer, on va passer plus au niveau de la matière, parce que c'est la première chose qu'on touche voilà, sur une maison, c'est la matière. Donc on a forcément des idées reçues sur les maisons. Donc on a les maisons traditionnelles, les chalets, déjà des maisons un petit peu plus contemporaines. Et puis, pour ne pas perdre le fil de notre question, est-ce qu'on a choisi notre maison ou est-ce qui nous a choisi? Ben déjà, en regardant ces images, tout de suite parmi vous, il y en a « Ah ben moi je vais préférer le chalet, ben non moi je préfère l'ancienne, ah ben non je suis plutôt sur la maison moderne ». Voilà, donc déjà on commence à comprendre que rien qu'au niveau matière, au niveau visuel, il y a déjà quelque chose qui se passe. Alors là je me suis amusé un petit peu, je vais vous mettre d'autres maisons, vous allez voir que vos réactions vont être légèrement différentes. On va parler voilà, des maisons plutôt recyclables. Donc tout à l'heure on a toujours tendance maintenant, quand on nous parle de maisons, vous avez la RT 2012, on va sur les maisons basse consommation, etc. On parle d'écologie. Qu'est-ce que l'écologie dans une maison? Moi, je préfère parler de côté biocompatible. Parce que cette maison, quelque part, elle est très écologique. On fait du recyclage, on utilise très peu de matériaux, donc on va utiliser ce qu'on appelle en écologie l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à produire la maison, qui va être très faible. Donc, très bien. Après, elle ne va peut-être pas correspondre à tout le monde. Et puis, je vous ai mis deux petites maisons là, chez nos amis japonais qui, quelque part, nous disent dans notre schéma de pensée ben non, c'est pas une maison. Mais si, il y a une structure, il y a un toit, il y a une porte d'entrée, c'est une maison. Sauf que, visuellement, c'est pas dans nos coutumes de considérer cette maison. Et cette maison, bon, hormis les fils électriques, on en parlera, quelque part, est peut-être pas plus nocive ou meilleure que celle-ci. Hein. Elle correspondra à un certain habitant et celle-ci à un autre. Alors pour continuer au niveau de la matière, tout le monde dit ah oui, il y a les matériaux bio, écolo, et puis après les autres. Non, tout est naturel. Jusqu'à maintenant, l'homme n'est pas capable de prendre quelque chose qui n'existe pas pour le créer. Donc, on prend tous nos ressources de la terre. Par contre, là où il va y avoir une différence, ça va être au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, de la biocompatibilité. Donc, est-ce que ce matériau va me correspondre ou pas? Et il y en a un qui va me correspondre, qui ne va pas vous correspondre, et ainsi de suite. Donc moi, je préfère parler voilà, tout d'abord de matériaux naturels ou bruts. C'est-à-dire qu'on les a pris dans la nature, on les utilise direct dans la maison. Donc on va retrouver les maisons en fuste, les maisons troglodytes, il y a déjà un trou, on habille un petit peu de pierre, les maisons en paille et les maisons en argile. Donc on est sur des matériaux bruts. Ensuite, on va avoir les matériaux qui ont subi une action, une modification.
Donc là, on va retrouver nos maisons un petit peu écologiques. Donc les maisons à ossature bois, en briques bois, en monomure, donc ou en argile, les briques. Donc tout ça, la laine de mouton, on va avoir la laine de bois, le liège de chanvre, le lin, etc. Mais on ne les a pas pris tels que dans la nature. On les a pris, on a fait une modification, on a mis un traitement qui est les insectes. Ici, on a fait chauffer. Là, on a retransformé. Donc déjà, on a une première modification sur ces matériaux-là, mais ils sont naturels. Et puis, ensuite, on va aller voir ce que j'appelle les matériaux ayant subi une transformation. Donc, c'est-à-dire que là, on va utiliser un procédé industriel plus important. On va retrouver le polystyrène, le styrodure, la laine de verre, les fenêtres alu, PVC, le parpaing, la ouate de cellulose aussi, parce que la ouate de cellulose, même si c'est un produit recyclé, on va falloir enlever le mercure de l'encre, il faut enlever l'encre, il va falloir remixer tout ça et rajouter des produits anti-feu, etc. Est-ce que ces matériaux sont plus mauvais que les premiers ? Pas forcément. C'est juste une histoire de cycle. Alors c'est vrai qu'on voit toujours, nous, en tant qu'hommes, sur notre cycle d'homme. Donc c'est sûr que les premiers matériaux, l'avantage, c'est qu'on les abandonne à la nature, ils vont très vite se recycler dans la nature. Ceux-là, ils vont mettre des dizaines, des centaines d'années. Mais qu'est-ce qu'une centaine d'années pour un cycle de la Terre ? Rien. Par contre, 100 ans pour le cycle de l'homme, ça devient plus compliqué pour nous. Donc en fin de compte, notre intérêt, c'est juste de ne pas se polluer, nous. Parce que la Terre, elle, on est là, tant mieux, on n'est plus là, c'est pas grave, elle va continuer à vivre sa vie, à se déplacer dans l'univers. Donc, vous voyez plutôt, ce que je voulais vous amener, c'était, il n'y a pas des bons et des mauvais matériaux. Il y a des matériaux avec lesquels on va être compatible, pas compatible, et puis notre portefeuille va être compatible ou pas compatible aussi. Donc, dans la vie, il faut toujours, on va le voir après, faire un équilibre de toutes les choses. C'est rare qu'on arrive à obtenir exactement ce qu'on veut. Donc, après, on va en discuter un peu plus loin, il faut arriver à ajuster la juste mesure entre l'utilisation de tous ces différents matériaux. Donc, je vous parlais de biocompatibilité. Moi, j'appelle ça des maisons écovidie ou écopathie. C'est-à-dire, juste déjà par rapport aux matériaux. Est-ce que la maison va m'amener vers la maladie ? Ou est-ce que la maison va m'amener vers la vie, vers le soin et le bien-être ? Donc en fonction de ce qu'on a choisi, déjà, vous avez une petite réponse. Ensuite, on va parler de la maison côté énergétique. Donc là, on a vu la matière. L'énergie, alors c'est un terme très vaste, parce qu'en fin de compte, la définition de l'énergie, ça va être, en fin de compte, c'est le fait qu'un système puisse délivrer une force. Donc on va avoir une force de chaleur, une force de lumière, une force mécanique, etc. Donc dans les maisons, ce qu'on connaît au niveau de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les DPE, donc les diagnostics performance énergétique, les lettres ABCD, etc. Ce soir, on ne va pas parler du tout de cette énergie-là. On va parler d'énergie. Certains ont peut-être vu cet été sur M6, il y avait une émission qui s'appelle ces énergies qui traversent nos murs, qui traversent nos maisons. Donc on va parler plutôt de cette énergie-là. Donc derrière l'énergie, ce qu'on associe, c'est une onde. Alors je vous donne une petite définition. Donc une onde, c'est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une modification réversible du milieu qu'elle traverse. Il se crée un champ, cet espace, c'est l'espace que l'onde perturbe lors de son passage. Si vous n'avez rien compris, tant mieux. Je vais vous expliquer de manière plus symbolique. C'est quand même une définition très orientée. Comment ? C'est quand même une définition très orientée là, que vous nous proposez. Une onde, c'est pas forcément une perturbation. Elle perturbe le milieu qu'elle traverse. Ah, ok. Merci de la précision. Je crois que c'est... Voilà. Et quelque part, donc, elle perturbe le milieu qu'elle traverse, et ce milieu, une fois qu'elle est passée, revient à un état stable. Okay. Sauf après, si on passe ionisant, non ionisant, etc. Bon, on ne va pas chercher dans les détails.
Donc, l'exemple que je voulais vous donner, c'est vous prenez un caillou, vous le jetez dans une mare, donc le caillou va perturber le milieu, c'est l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des ondes qui vont se produire, donc ce phénomène ondulatoire qui va perturber le milieu, et puis au bout d'un moment, si on attend, tout va redevenir calme. Il se crée un champ, donc le champ c'est la zone de perturbation. Donc je vais vous l'expliquer d'une autre façon. Vous prenez une guitare, parce que souvent les ondes on les explique avec les champs électromagnétiques, c'est très bien, mais du coup ça embrouille encore plus parce qu'on parle du champ électrique et magnétique. Donc je voulais vous l'expliquer de manière un peu plus simple. Donc là on va passer sur l'onde acoustique. Donc vous prenez une guitare, vous grattez la guitare, qu'est-ce qui se passe? Alors pour ceux qui ne voient peut-être pas, la corde va se mettre à vibrer de plus en plus, à osciller, va perturber le milieu ambiant qui est l'air, et il va se produire un son. Voilà ce que c'est qu'une onde. Donc elle perturbe, il se produit un effet, ensuite dès qu'il n'y a plus la source, ça se calme, et tout revient dans l'ordre. Derrière, je voulais apporter la notion aussi de résonance, parce qu'on va en parler énormément, et c'est quelque chose de très important. Donc on parle de fréquence de résonance. Donc chaque système a sa fréquence fondamentale, on appelle ça sa signature vibratoire, et lorsqu'on rencontre un autre système ayant la même fréquence, donc la même signature, il y a résonance et les énergies s'accumulent. Je vais vous donner un petit exemple très simple. On dit toujours que les militaires, quand ils marchent au pas sur un pont suspendu, ils doivent rompre le pas, autrement ils risquent de faire tomber le pont. On va se dire, c'est pas parce qu'il y a 200 gus sur un pont, c'est pas le poids, etc. Non, c'est le fait que, on a vu que l'onde, donc il y a une fréquence, il y a une onde qui va se créer, et si cette onde est similaire à l'onde du pont, il y a résonance, et d'un seul coup, le pont se met à faire des grandes vagues, et il explose. Il n'y a pas besoin du coup d'une énergie folle, hein, juste ça. Ça arrivait en 1850, du côté d'Angers. C'était déjà pourtant inscrit dans les règles militaires de ne pas marcher au pas sur les ponts suspendus. Il y a eu 226 000. Et plus récemment, dans les années 80, aux États-Unis, il y a eu un vent de 70 km/h, pas un vent très violent, s'est mis en résonance avec le pont s'est mis à osciller, il y a eu rupture du pont. Une autre approche de la résonance, tout à l'heure on était dans l'acoustique, donc je suis resté un peu dans l'idée de l'acoustique. Vous prenez deux guitares accordées exactement de la même façon. Vous grattez la première guitare, il se produit un son, l'onde traverse la pièce, va à la guitare qui est 5 mètres plus loin, et d'un seul coup, bizarre, la deuxième guitare se met à sonner toute seule. On éteint la première guitare, la deuxième continue de sonner, jusqu'à temps de s'éteindre tout doucement. Donc la résonance, c'est ça. Donc c'est-à-dire il y a une première onde, une première fréquence. Si le deuxième système, la deuxième guitare est sur la même fréquence, la même signature vibratoire, il va y avoir résonance. Ils vont communiquer entre les deux. Et puis derrière, c'est un petit peu plus compliqué, mais quoique pas tant que ça, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Donc les harmoniques, voilà, on a pris notre fréquence, notre signature vibratoire, et puis une harmonique, voilà, un harmonique exactement, c'est une fréquence multiple de la fréquence fondamentale. Donc c'est-à-dire que si ça vaut 100, et bien là on est à 200, on est à 300 au niveau des fréquences. Donc on vient de voir qu'il y a des résonances, on a des résonances aussi au niveau des harmoniques du coup. Donc vous commencez à comprendre qu'au niveau des énergies, les énergies elles ne se baladent pas comme ça juste pour le plaisir sans rien faire. Elles peuvent rentrer en résonance les unes avec les autres. Donc ceux qui étudient au niveau de la maison les énergies, eh bien on a nos amis les géobiologues, la géobiologie. Alors je vais aller rapidement dessus, mais ils vont étudier 4 grands thèmes au niveau de la maison.
Alors, on a le premier thème qui va être tout ce qui est le géomagnétisme. Donc tout ce qui remonte du sol de manière, on va dire, naturelle, c'est-à-dire les failles, l'eau, les courants sourciers, les anomalies au niveau du sol. Alors, donc on parlait d'énergie, donc en fin de compte, au milieu de la Terre, il y a un magma, il y a donc de l'énergie qui émane du centre de la Terre, et donc forcément, vous comprenez que s'il y a une faille, ça veut dire qu'on ouvre un petit peu plus, l'énergie va passer de manière beaucoup plus rapide. C'est un petit peu comme si on fait un barrage au niveau de l'eau, on ouvre, il y a une petite fuite, clac, l'eau elle va s'engouffrer là. Au niveau des énergies, ça va être la même chose. Ensuite, on va, en géobiologie, on va aborder tout ce qui est tellurisme. Alors, autant le géomagnétisme, on peut le détecter avec des appareils, etc. Il n'y a pas de souci, on fait aussi au ressenti. Là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément d'appareil réel pour scientifiques, comme aiment le dire la plupart des gens, pour mesurer tout ce qui est tellurisme. Alors, tellurisme, ça va être tout ce qui est réseau tellurique. Donc ces réseaux, c'est simple à imaginer, c'est un quadrillage qui recouvre la Terre. Sauf que ce quadrillage, eh bien, il y a ce qu'on appelle les réseaux Hartmann, Curie, Westman, il y a plein de quadrillages différents et qui vont osciller au niveau dimension. Ensuite, on va avoir les cheminées cosmotelluriques, c'est des points de respiration au niveau de la Terre. On va avoir les vortex, les courants telluriques, etc. Donc vous voyez, déjà on commence à comprendre qu'il y a plusieurs sources énergétiques au niveau de la Terre. Ensuite, on va aborder tout ce qui est champ électromagnétique. Donc on va voir après ce que c'est. Ça va être tout ce qui est électrique, électro et magnétique. Donc vous voyez qu'il y a une gamme de champs électromagnétiques très très large. Et la plupart des gens se focalisent là sur ces 350 nanomètres, qui est la lumière visible de ce qu'on peut voir tous les jours. Tout ça, tout ce qui est en dehors, donc des infrarouges à remonter au micro-ondes, aux ondes radio, on ne les voit pas, mais ça existe. Votre téléphone portable, vous ne voyez pas, il n'y a pas de fil, il n'y a rien qui se passe avec le correspondant de l'autre côté, et pourtant il vient communiquer avec vous. Et puis après, on a les ondes ultraviolets, rayons X, etc., gamma, qu'on ne voit pas non plus, mais qui sont présentes. Donc ça veut dire qu'on est entouré constamment de tout cet ensemble d'ondes, qui varient des milliers de kilomètres. Si on prend le 50 Hz que tout le monde connaît, la longueur d'onde, parce qu'on parle de longueur d'onde, donc c'est-à-dire la distance entre une onde, pour faire simple, ça fait une oscillation, la distance entre deux points maximum d'oscillation, et ben ça va être 6500 km. Par contre, si on commence à parler du Wi-Fi, par exemple, là, on va avoir une longueur d'onde qui fait 13 cm. Donc c'est quelque chose déjà de beaucoup plus court. Et puis après, si on parle de ce qui est visible, on n'est plus qu'en nanomètres. Et puis après, on descend en picomètres, etc. Donc, tout ça pour vous dire, on est entouré d'ondes qui ne polluent pas, elles sont toutes là. Par contre, dans la maison, là où on est fort, c'est que on en a rajouté plein, parce qu'on trouvait ça super sympa. Donc, on a été se mettre le Wi-Fi, on se met les téléphones portables, les DECT, le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est ni plus ni moins du Wi-Fi, moins fort, mais c'est du Wi-Fi. On a les boîtiers courant porteurs, donc ça on utilise le réseau électrique pour faire circuler l'internet dedans, et puis après on a le 50 Hz. Donc on va baigner dans tout ça dans la maison, sachant que si j'ai juste un petit conseil à vous donner, c'est éliminer les DECT, une catastrophe, et Wi-Fi, coupez-le la nuit. La nuit, la maison elle est faite pour quoi ? Pour dormir. Donc on n'a pas besoin d'aller sur internet pour dormir, on n'a pas besoin de téléphoner pour dormir. La grande peur c'est oui, mais si les enfants il leur arrive quelque chose, etc. Il y a les téléphones filaires, ça marche très bien. Et puis si vous enlevez tout ça, vous allez peut-être réveiller votre instinct naturel et la télépathie.
et que d'un seul coup, ben, on va être au courant de s'il y a un gros drame, et s'il y a quoi que ce soit, dans la nuit, il y a quelque chose qui va nous réveiller, tiens, c'est bizarre, pourquoi et hop, d'un seul coup, le téléphone sonne. Donc on aura le temps d'aller au téléphone filaire qui est plus loin. Donc oui, pour revenir à la chambre, autour du lit, 1 mètre, rien. Donc radio réveil, etc. Rien. C'est l'idéal. Après, vous faites comme vous voulez, mais pour les pollutions électromagnétiques. Le radio réveil, oui, mais j'en ai besoin. Non, le radio réveil, ça sert pour se réveiller. Donc, il faut se lever. Ben, vous le mettez au bout du lit. Quand il sonne, il faut se lever, donc vous irez l'éteindre. Ça ne pose pas de problème. Pas besoin de l'avoir. Et en plus, pour voir l'heure, c'est plus facile de regarder au bout du lit que de tourner la tête. Donc, et puis le dernier point qu'on va voir en géobiologie, eh bien, c'est tout ce qu'on classe un peu de paranormal. Alors, paranormal, ça veut dire que la science ne sait pas l'expliquer encore aujourd'hui avec les moyens qu'elle a. C'est juste ça, hein. Ou elle ne veut pas l'expliquer. Donc derrière, on va avoir tout ce qui est mémoire, entité. Alors je ne sais pas si on voit bien, en fait, ici derrière la tombe, il y a une petite tête d'un petit enfant qui est représenté ici. Tout ce qui est sortilège, magie noire, ça, dans mes consultations, ça devient un sport national. Ça, c'est quelque chose qui est, voilà, avant on disait c'était dans les îles, etc. Les îles viennent jusqu'à nous. Et puis des fois, il suffit pas de grand chose pour faire de la magie noire. Hein. Vous envoyez une bonne mauvaise pensée et vous êtes dans la magie noire. Hein. Faut pas croire qu'on est tout blanc ou tout noir. Hein. On oscille. Il faut juste en être conscient que on oscille entre les deux et que l'énergie, elle est pas mauvaise. L'énergie, elle est. Sauf qu'elle va nous être compatible ou pas compatible. Elle va nous mettre en équilibre ou en déséquilibre. Mais elle n'a pas plus d'intention que ça, l'énergie. Hein. On verra par contre ce qui se passe dessus, l'énergie, ensuite. Derrière, une autre approche au niveau de la maison que tout le monde connaît, c'est le feng shui. Alors le feng shui, c'est pareil, c'est tout sauf de la décoration, hein, à l'origine. Maintenant, on voit ça en déco. Non, ce qui est intéressant avec le feng shui, c'est que les Chinois et les Indiens, parce qu'à l'origine ça vient d'Inde, vont nous apporter des notions qu'on a un petit peu moins en géobiologie. Donc ils vont nous apporter déjà la notion d'espace. Donc derrière, ça va signifier l'orientation, l'emplacement des pièces. Ça là, quelque part, l'emplacement des pièces, on le retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle les architectures bioclimatiques, où on doit mettre la pièce de vie centrale, les pièces secondaires autour, etc. On le retrouve exactement en feng shui avec les Pakois, où c'est vraiment le centre, où l'énergie, le foyer est le plus important. Donc, chez les Chinois, l'espace, c'est la notion de yin, donc de matière, de féminin. Et, vu que vous connaissez tous, voilà, ils ont le yin et le yang. Donc, on a forcément une notion derrière qui va être la notion du temps, qui est une notion yang, donc lumière. Mais ce qui est intéressant avec la notion du temps, c'est qu'on va parler de date et de cycle. Donc, quand est-ce que je suis intervenu et quand est-ce que j'ai habité ma maison, quand est-ce que j'ai décidé de l'habiter. Parce que voilà, il faut garder toujours un petit peu en fil conducteur, est-ce que vous avez choisi votre maison ou est-ce celle qui vous a choisi. Donc on a vu que la maison était constituée de matière, et puis elle est constituée d'énergie. Donc ces histoires de date, de cycle, souvent c'est intéressant juste à observer. On pose, tiens, je suis venu à tel moment, et puis qu'est-ce qui se passe, etc. Dans la notion de cycle chez les Chinois, il va y avoir le cycle du soleil aussi. Comment le soleil circule dans ma maison? Est-ce que je vois le soleil levant, le soleil couchant, ou est-ce que j'ai juste une petite fenêtre où le soleil va venir? On va avoir la notion annuelle, les notions lunaires, etc. derrière. Mais ce qui est intéressant aussi, ils parlent d'énergie aussi, mais eux ils appellent ça le chi. Donc ils vont parler aussi de tout ce qui est tellurisme et géomagnétisme par ce qu'ils appellent les veines du dragon. Mais derrière, en géobiologie, tel que je l'ai étudié, on ne parle pas trop de circulation du chi. Donc cette énergie vitale qui anime la maison, qui rentre par la porte d'entrée,
et puis qui va se diffuser dans toutes les pièces, en fonction des ouvertures et en fonction de l'orientation, bien entendu, parce que si vous avez une porte plein sud, vous allez obtenir énormément de chi, si vous l'avez plein nord, beaucoup moins. Par contre, quelque part, c'est pas gênant en soi, il faut juste savoir ce qu'on va en faire. Donc il va falloir le calmer, l'activer. C'est comme, imaginez le chi, l'énergie, c'est comme de l'eau. De l'eau stagnante, ça croupit, ça sent mauvais, etc. De l'eau trop vive, eh ben c'est pareil, on ne va pas aller se baigner dedans si la cascade est trop forte. Eh bien, le chi, c'est ça. Vous imaginez cette circulation d'eau dans la maison. Alors, il y a des pièces où il faut qu'elle soit un peu plus rapide, d'autres un peu plus lente, etc. Et puis, derrière, ils utilisent les 5 éléments. Exactement les 5 mouvements. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à confondre les 4 éléments et les 5 mouvements, c'est une prise de tête. Alors, les 4 éléments, c'est ce qu'on a vu au départ. C'est le feu, l'eau, l'air et la terre. C'est les conditions de vie. Chez les Chinois, on en a 5 parce que le 5, c'est ce qui crée le mouvement. Voilà. Ce qui est intéressant, voilà, c'est ce qu'on est arrivé ici, c'est qu'il y a du mouvement dans la maison. C'est pas seulement que de la matière, de l'énergie qui est présente, c'est de l'énergie qui circule. Et eux, ils utilisent pour ça la notion du feu, du métal, de l'eau, du bois et de la terre qui est au centre et qui engendre tout le mouvement tout autour. Et derrière, on va retrouver cette notion aussi qu'on disait d'espace. Le sud, le nord, l'est, l'ouest, les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, etc. Donc vous commencez voilà, à comprendre qu'au niveau de la maison, il y a tout un tas d'énergies qui circulent, qui vont être liées donc, par rapport au chi, par rapport au réseau, par rapport aux mémoires, par rapport à ce que vous avez rajouté à l'électricité, etc. Donc, du coup, par rapport à cette idée, la maison, voilà, ça commence à plus être que de la matière. Sachant que la matière, ce n'est, ça c'est les physiciens qui l'ont très bien démontré, ce n'est que de l'énergie densifiée. En physique quantique, on parle de dualité corpuscule ondulatoire, c'est-à-dire que la matière, l'énergie, c'est exactement la même chose, sauf sous 2 états différents. Comme si on prenait l'eau à l'état liquide et l'eau à l'état gazeux, c'est de l'eau. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc tout ça pour commencer à répondre un petit peu à la question, est-ce qu'on a choisi notre maison ou est-ce qu'elle nous a choisi? Bon, on a vu qu'il y avait le côté visuel, le côté matière, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Mais après, on a tout ce côté énergétique aussi qui va entourer le lieu et puis sur lequel on va avoir un ressenti ou pas de ressenti. Les agents immobiliers souvent disent, des fois on a emmené un client, il a fait voir les photos, il trouvait la maison super bien, on arrive devant la porte, pas la visiter. Attendez, vous m'aviez dit c'était bien et tout. Non, pas la visiter, je la sens pas. Puis d'autres, c'est le coup de cœur, on se sent tout de suite bien dedans, on a envie de rentrer dans les lieux, ou quand on va chez les amis. Il y a des gens qui disent ah, mais ta maison elle est formidable et d'autres elle est pas bien. Alors, elle est formidable ou elle est pas bien? Non, elle est biocompatible. À certains et pas à d'autres. Vous verrez qu'on peut la rendre biocompatible à certains et pas à d'autres. Alors, donc, voilà, pour faire une petite... Voilà, on a vu, la géobiologie va apporter plutôt neutraliser toutes les ondes qu'on considère néfastes. Là, je ne suis pas forcément tout le temps d'accord dessus ce point, parce que néfaste, dans quel sens? Parce que des fois, on a tendance à confondre les règles et les lois. Les lois de la nature, il n'y a rien de néfaste. Si ça existe, c'est que ça a sa raison d'être. Par contre, on va accepter ou pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va nous renforcer ou nous mettre en déséquilibre. Donc, un courant sourcier qui traverse la maison. On va me dire néfaste. Non, pas forcément. S'il y a une grosse mémoire polluante ici, il vaut mieux avoir du chi et de l'énergie qui va la drainer que de vouloir éteindre le courant sourcier, et alors cette source polluante va se démultiplier. Donc il n'y a pas de règle préétablie. On dit, ah oui, il faut mieux dormir la tête au nord. Certes. Vous avez le compteur électrique derrière. Peut-être mieux dormir la tête au sud. Voilà, il n'y a pas de règle. Il y a des lois. Donc les lois, c'est l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est être capable, ce que nous expliquent très bien les Chinois,
eh bien d'arriver à faire le lien avec tout ce qui nous entoure et puis de comprendre que là, ça c'est bon, là c'est pas bon, d'apprendre à retrouver nos ressentis et puis pas être dans les choses, on rentre dans la case ou on rentre pas dans la case. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait de l'intérieur et l'extérieur, on est à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur. Faut pas se limiter. Voilà, je vous ai mis une petite situation. L'amour, c'est une onde de bonheur en cours de matérialisation. Ah, donc c'est une perturbation. Et voilà. Et ça peut perturber d'être amoureux. Hein. Mais quelque part, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'on voit bien que c'est en cours de matérialisation. Donc l'énergie et la matière, même dans la philosophie, la poésie, c'est lié. Mais alors on dit voilà, qu'on est dans un monde énergétique. Soit oui et non. En fait, non, ce qu'on oublie, on n'est pas dans un monde énergétique. L'énergie, elle est là, elle se balade, mais dans l'absolu, si elle se baladait juste comme ça, il n'y aurait pas trop d'intérêt. L'intérêt derrière l'énergie, c'est que c'est un véhicule, l'énergie. Et c'est un véhicule qui va transporter l'information. Et on est plutôt dans un monde informatif. Donc, c'est-à-dire, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y a derrière. Donc, la notion d'information, l'information, c'est un message, tout simplement. Donc, c'est ce qui donne forme aussi. En latin, informare. Donc, l'information va utiliser l'énergie pour se déplacer. Donc, voilà, on a l'Internet, on a la bonne bouteille à la mer. Donc, ce qui est important de comprendre derrière l'information, c'est que pour qu'il y ait une information, il faut un informateur et un informé. Autrement, il n'y a aucune utilité. Donc une notion d'émetteur et de récepteur. Et puis derrière, il y a une notion qu'on oublie aussi sur l'information, c'est le décodage. Si je vous dis Kamae, les 3/4 d'entre vous ne vont pas comprendre ce que je viens de dire. Par contre, ceux qui pratiquent l'aïkido ont compris, il faut se mettre en garde. Donc, recevoir des informations, pas tout de suite dire. Donc, recevoir des informations, c'est très bien, on en baigne dedans, mais il faut le décodeur pour pouvoir les comprendre et les intégrer. Et puis derrière, il y a le stockage de l'information. Donc, où se stocke cette information ? Si on prend l'exemple du cerveau, les chercheurs cherchent la mémoire toujours, et puis là, ils viennent se rendre compte que de toute façon, la mémoire est tout sauf dans le cerveau. Donc, elle est peut-être dans l'énergie qui nous entoure. On va y venir un petit peu après. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette notion d'information est vraiment fondamentale, et que l'énergie qui nous perturbe, c'est peut-être pas tant l'énergie qui nous perturbe, mais que l'information qui est dessus. C'était pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'histoire de magie noire, magie blanche. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même énergie. Il y a juste l'information qu'on va poser dessus qui va différer. Soit on a une intention de mettre l'autre en déséquilibre, soit on a une intention de le renforcer et de l'aider dans sa voie. Mais ce qu'on considère ici magie noire, dans un autre pays, non, ça c'est de la magie blanche. Donc tout est une question de décodage de l'information qu'on envoie dessus. Donc, moi j'ai un petit peu anticipé, voilà. Donc l'information, elle a besoin d'un support pour se diffuser. Donc ce support, papier, filaire ou fibre optique, les ondes sur lesquelles on a vu tout à l'heure, et la lumière aussi. Tout ça est information. Alors tout à l'heure on a parlé, voilà, pour qu'il y ait l'information, il faut un informateur. Qui est-ce qui informe toute l'information qu'il y a autour de nous ? Eh bien, en fin de compte, il y a 3 grandes sources d'information. Pour mon point de vue, ce n'est que ma vérité. Vous n'êtes pas obligé de la partager. En fin de compte, on a l'information du ciel, du yang, comme diraient les amis chinois. Donc le ciel, qu'est-ce qu'il nous envoie ? Eh bien, il nous envoie des photons, de la lumière. Mais ces photons viennent du soleil, des étoiles, des galaxies, des univers, des grands uns, du divin, du champ ultime unifié. Ça, on en parlera tout à l'heure.
Une autre source d'information, eh bien, ça va être la Terre. C'est connecté tout à l'heure à la Terre. Dans la Terre, il y a de la lumière aussi, qu'on appelle les biophotons. Donc, la matière, les particules, les cendres. Oui, parce que les cendres, je vous ai mis ça, c'est pour faire un petit lien avec mon autre boulot. Les cendres, c'est ce qui reste, hein. C'est indestructible. Donc, dedans, il reste toute l'information de ce que vous étiez. Les mémoires de la terre, du lieu, de la maison, les gènes. Donc, tout ça vont nous envoyer des informations par toutes ces énergies qu'on a vues tout à l'heure, telluriques. Là, on n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais on a toutes les énergies cosmiques qui viennent du ciel. Donc, et puis, on a une troisième source d'information, le centre, comme diraient les Chinois. On a le yang, le yin, et le centre, le milieu, l'interface, l'homme. Donc l'homme va envoyer des informations par sa parole, ce que je suis en train de faire, par vos pensées. Tout le monde est en train de penser à fond. Ce qui est dit c'est bien, c'est pas bien. Vos intentions, ce que vous projetez. Et puis toutes les ondes concrètes. Parce que le téléphone portable, il sert à quoi? Il sert bien à véhiculer un message de votre correspondant jusqu'à vous. La Wi-Fi, elle sert à quoi? À véhiculer les informations de tout Internet pour venir jusqu'à votre ordinateur. Donc dessus, on a des informations. Donc pour ne pas perdre le fil de notre question, est-ce qu'on a choisi notre maison ou est-ce qu'elle qui nous a choisi? Eh bien, on commence à comprendre que notre maison, elle est à la fois une structure, à la fois un lieu qui va nous protéger. On va se protéger des 4 éléments, mais paradoxalement, pour se protéger des 4 éléments, on a besoin des 4 éléments pour faire notre structure, et on a besoin de réintroduire les 4 éléments à l'intérieur de la maison. Parce que s'il n'y a pas d'air dans la maison, on ne va pas vivre. S'il n'y a pas l'eau, c'est-à-dire l'humidité, parce qu'il n'y a pas que l'eau courante, il y a l'humidité. Si on n'a pas la ventilation, ça c'est la ventilation, c'est le grand élément assez marrant au niveau des constructions des bâtiments, parce qu'avant, on avait une ventilation naturelle. Et puis après, il a fallu faire des économies, choc pétrolier, donc on a clos les maisons. Et puis on s'est rendu compte qu'une maison close, ça ne respire pas. Et c'était la catastrophe dans les maisons. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé les VMC, une ventilation mécanique contrôlée. Ça ne vous rappelle pas des appareils respiratoires? Donc votre maison fonctionne sous appareil respiratoire. Alors après on les a améliorées, on a fait celles qui sont hydro, les VMC hydro, donc qui gèrent par rapport à l'humidité, et puis après on a les doubles flux. Quelque part c'est presque mieux parce que qu'est-ce qu'une VMC? Une VMC c'est on prend l'air à l'extérieur et on va l'absorber, donc on va mettre la maison en dépression. On n'a pas parlé de psy tout à l'heure. Votre maison est en dépression. Comment voulez-vous être super bien dedans? Déjà, on met des facteurs déjà environnementaux assez forts dessus. Donc si votre maison, si on revient aux matériaux de base, on utilise des matériaux perspirants, c'est-à-dire qu'ils vont respirer tout seuls, hein, qui vont gérer l'humidité, qu'on laisse des aérations. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on laisse ventiler qu'on va avoir plus froid. Après, vous avez des systèmes, on n'en a pas parlé, depuis canadiens, etc., qui sont aussi très bien pour pouvoir amener une air un peu moins fraîche, hein, ou la VMC double flux. Donc ça, on était sur le côté matière de la maison. On a vu que la maison aussi avait un côté énergétique, avec tout ce qui pouvait venir du sol, de l'extérieur, d'en haut, et des bonhommes qui sont dedans, et des ondes qu'on met dedans. Et puis, toute cette énergie derrière transporte et véhicule des informations. Donc, en fonction, je vais dire, du niveau de conscience, de comment on se place vis-à-vis de notre maison, si on n'est que matière, on la choisit. Si on est énergie, on commence peut-être qu'il y a un feedback. Et puis si en plus on se dit il y a des énergies avec des informations, elles vont peut-être me dire quelque chose, la maison. Donc, on va avancer sur la notion d'interaction. J'ai un petit peu anticipé, mais voilà, on a notre maison, notre habitat. Donc rappelez-vous de la définition de tout à l'heure. L'habitat, la maison c'est que la structure. Mais l'habitat, ça va être tout ce qu'il y a dedans
et tout ce qu'il y a à l'extérieur, tout ce qui va influencer le lieu. Et puis de l'autre côté, on a l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a besoin depuis très longtemps? Eh bien, c'est de trouver, ce qu'on a défini tout à l'heure, un lieu dans lequel il va pouvoir venir se mettre, un cocon, comme l'escargot, une coquille, un lieu où logiquement il devrait pouvoir se sentir bien, et puis il va être en interaction complète. Donc on a vu qu'il y a plein d'informations qui nous viennent dans une maison. Il y a toute cette énergie, on se sent bien, on se sent pas bien. D'ailleurs, des fois, vous avez tous dû faire l'expérience, on a une idée à un endroit donné, on change de pièce, on ne l'a pas noté, on a oublié. On revient dans la pièce, clac, l'idée revient. C'est pas que l'idée elle était juste matérialisée dans la pièce ou qu'on a laissé le cerveau derrière. Il y a peut-être des éléments dans la pièce qui sont venus en interaction avec nous, en résonance, et qui nous ramènent sur un état d'être qui vont nous reconnecter à notre idée, à notre information derrière. Donc, pour moi, voilà, on dit le corps, c'est le temple de l'âme. Donc, logiquement, pour pouvoir que l'âme s'exprime correctement, eh bien, on essaye d'avoir un corps qu'on entretient, qu'on aime par rapport à ses pensées, à sa nourriture, à sa manière de vie, ce qu'on appelle l'hygiène vitale. Eh bien, la maison, c'est le temple de l'homme. Donc logiquement, dans cette maison, eh bien, on devrait pouvoir s'y sentir bien et puis surtout se régénérer. Que ce soit un lieu de protection, que ce soit un lieu où, dès que j'ai fini mon boulot, je dois pouvoir me poser et je suis bien, je suis dans mon temps. Je peux même, je vous avais mis sur la petite présentation, un lieu spirituel. Ça, c'est une démarche à chacun en fonction de ses envies, de ses consciences. Mais logiquement, c'est un véhicule qui pourrait nous permettre eh bien, d'accéder à qui on est. Alors, maintenant, on va parler de notions de champ morphique, morphogénique. Alors, je sais que peut-être pour certains, vous ne connaissez pas trop. Ça, c'est un champ qui entoure tout être vivant. Donc, un être vivant, une pierre est vivant, un arbre est vivant, l'homme. Ce champ est défini par plein de scientifiques. Vous prenez Pinel, Greg Braden, Sheldrake, Laszlo, Aramin, etc. Tous vous parlent de ce champ qui est une interface. Ce n'est pas qu'un champ électromagnétique, ce n'est pas qu'une énergie, c'est bien plus qu'une énergie. C'est le décodeur qui va nous permettre, donc autour de l'homme tout d'abord, de récupérer les informations de la lumière, de les décomposer un petit peu comme un prisme, pour que le corps soit modelé, morphique, c'est qui donne la forme. Et puis inversement, on a vu tout à l'heure, le corps émettait de la lumière, donc il y a un retour à partir du corps qui passe par l'interface de notre champ morphique et qui va communiquer avec l'univers en entier. Donc ce qui donne la forme, et maintenant c'est vrai que c'est l'avantage avec la science actuellement, de manière des fois un petit peu involontaire, eh bien ils sont arrivés sur des équations, etc., qu'on est dans un champ informationnel et pas qu'un champ énergétique, et que c'est l'information qui donne la forme, et pas que l'énergie. L'énergie, c'est juste un véhicule de transport. Excusez-moi, j'ai compris. Le décodeur, c'est le corps humain? Non, ça va être le champ morphique autour. C'est cette bulle, voilà, c'est cette bulle qui nous entoure, qui est différente. On a les corps éthériques, astrales, etc., qui sont des corps énergétiques, qui sont reliés au chakra. Le champ morphique, lui, c'est lui qui nous donne la vie, qui nous insuffle la vie, qui fait respirer notre corps, parce qu'on respire, on croit respirer par les poumons, c'est juste au niveau organique. Le corps, on est respiré par l'univers. Donc,
ce champ morphique va servir d'interface justement pour récupérer toutes ces informations. Et en fonction de notre état d'être, de notre niveau de conscience, le décodeur, on a parlé tout à l'heure, ne va pas récupérer les mêmes informations. Si on est rattaché à ce que la maison soit juste de la matière, et c'est moi qui l'ai choisi, l'univers, les lois de la nature, ne contredisent pas de problème, c'est votre décodage, vous aurez ces informations-là, et il n'y a pas de souci. Et puis peut-être que vous avez évolué, puis d'un seul coup, votre maison, elle vous rend malade. Ah, je change de maison. Non, c'est peut-être juste tout simplement que le décodeur a changé. Vous avez évolué, vous avez fait des prises de conscience, et d'un seul coup, bing, vous allez raisonner avec des informations auxquelles on ne raisonnait pas avant. Et ce qui est formidable, c'est que l'univers, pour nous faire comprendre qu'il faut évoluer, changer, rechercher, on ne marche pas trop à la carotte parce qu'on ne comprend pas trop, on marche plutôt au coup de pied dans le fesse. Donc du coup, on tombe malade, on ne se sent pas bien, et c'était Hippocrate c'est après, on va voir un coup peut-être, Hippocrate qui disait que si tu tombes malade, change de vie. Donc, alors on peut changer de maison, mais n'oubliez pas, vous allez changer de décodeur. Donc vous allez décoder dans la nouvelle maison des informations qui vont résonner avec ce que vous êtes aujourd'hui. Alors ça ne sera peut-être pas les mêmes perturbations. Dans la maison A, vous étiez sensible à tout ce qui était électromagnétique. Dans la maison B, pas de coup, il y a une entité qui est là. Cette entité, on fait une petite aparté, elle est là tout simplement parce qu'elle a besoin d'un coup de main. Alors c'est pas, je dis, hop, tu t'en vas. Elle est gentille, elle s'en va. Elle va faire son petit tour, puis bon, quand elle a fini son petit tour, elle revient. Alors c'est vrai que, vu que la notion de temps n'est pas la même, de cycle, on a un été tranquille, 3 semaines, 3 mois, et elle va revenir. Par contre, si vous commencez à lui demander ce qu'elle veut, pourquoi elle est là, etc., elle a peut-être un message à délivrer. On en parlera tout à l'heure, il peut se passer autre chose dans la maison. Donc pour revenir à notre champ morphique, donc l'homme, voilà, un champ morphique. On a vu notre maison, et on va continuer notre notion d'interaction. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme vient habiter dans la maison? Eh bien, il se crée un champ morphique autour de la maison. Et oui, la maison prend vie, vous êtes dedans, donc elle est animée. Donc si elle prend vie, elle se crée un champ autour. Alors que vous soyez tout seul, on n'a pas parlé, c'est plus simple. Vous êtes à 2, à 3, à 4, à 5, eh bien vous faites d'abord un champ morphique avec votre famille, et votre famille qui vient dans la maison crée un champ morphique. Alors c'est là que ça se complique, parce que forcément les résonances de l'un ne vont pas être forcément les mêmes que les résonances de l'autre. Mais c'est pour ça que certains se sentent bien dans une pièce et pas l'autre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce champ morphique, du coup, va capter aussi toutes les informations, comme on a dit tout à l'heure, et en fonction de comment vous êtes, de comment est le lieu, par rapport à son vécu, à son histoire, si c'était une ancienne prison, ou si c'était quelqu'un qui priait régulièrement, qui était dedans, si c'était la joie dans la maison ou pas. Elle ne va pas avoir la même sensibilité, la maison. Même si, comme on disait tout à l'heure, les lois de la nature, la maison va s'adapter à qui on est. Donc, si on prend 2 personnes différentes vivant dans la même maison, si on fait un test, la famille A vient dans la maison, il va se passer certains phénomènes, il va y avoir certains ressentis. On change de famille, on met une autre famille, ça sera complètement différent. Donc du coup, le courant sourcier, la Wi-Fi, peut-être ça va perturber certains et d'autres pas du tout. Ou peut-être ils n'en auront même pas conscience et si on n'a pas conscience de quelque chose, ça ne nous perturbe pas. Ce qui nous perturbe, c'est quand on en a peur. Une fois qu'on n'en a plus peur, on fait avec, puis on peut peut-être passer au-dessus. Et puis, donc ça, voilà, géomorphogénie, parce qu'on va passer par le champ morphique de la maison. Moi, mon approche, c'est de passer par un champ morphique. C'est-à-dire, il va être la synthèse des habitants, du lieu. On va dire que c'est presque un égrégore, de tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Et puis lui va pouvoir, ça c'est ce que j'ai appris par la mime, ce que je vous ai dit au tout début. Si vous voulez plus d'infos, vous pourrez aller sur le site, c'est méthode-mime.com, vous verrez toute la globalité de cette approche. Et bien, ce qui est fabuleux, c'est que ce champ morphique, il va nous donner un renseignement prioritaire. Donc, j'ai plein de personnes qui viennent, « Ah ben oui, je viens, j'ai ça dans la maison, qui ne va pas. » On va tout voir sauf ça. C'est comme si vous allez chez un bon ostéopathe ou n'importe quel praticien. Vous venez, vous avez mal au genou, il va tout regarder sauf le genou, parce qu'en venant, c'était les hanches qui déconnaient. Et bien là, c'est un peu pareil dans la maison. C'est pas forcément que les ondes qu'on pense qui nous perturbent. On a parlé au tout début du psy. Le psy perturbe beaucoup plus qu'un courant sourcier ou qu'un réseau Hartmann. Et puis, l'autre approche qu'on va faire, c'est la notion d'identité. Donc, l'identité, pour moi, voilà, ça c'est primordial dans le lieu, c'est par là où je commence. Qu'est-ce que l'identité? Donc, c'est ce qui définit, que ce soit une personne, un lieu, un objet. Votre prénom, votre nom, c'est ce qui vous définit. Votre numéro de sécurité sociale, c'est votre identité sous un autre ordre, c'est ce qui vous définit. Donc je vous ai noté, voilà, elle a un caractère unique, elle est multiple. Alors multiple par rapport à ce que je viens de vous dire, votre nom, le côté social, le côté relationnel, on est père, on est collègue de travail, donc on va avoir une identité au niveau du travail, etc. Mais elle est multiple aussi à d'autres niveaux, on va voir. Mais surtout, cette identité, c'est ce qu'on a travaillé tout départ dans le Shutaido. C'est notre axe de verticalité. Elle permet de nous connecter à notre âme. Donc, pour la maison, ça va être pareil. Une maison qui n'a pas d'identité, eh bien, elle est un petit peu perdue. Elle ne sait pas qui elle est ou qui elle est. Si vous habitez dans la maison de vos parents et que vous dites tout le temps « je vais chez mes parents », c'est pas votre maison, c'est la maison de vos parents. S'ils sont encore un peu dedans, c'est normal. Et cette identité, donc je vous disais, elle est multiple. Donc il y a trois grandes sources, trois grandes identités. On va revenir un petit peu encore comme tout à l'heure au niveau de médecine chinoise. Eh bien, on va avoir l'identité qui est donnée par l'homme, ce qu'on appelle l'identité individuelle. C'est le nom de la maison. Alors, petite question, combien d'entre vous ont un nom à leur maison? Juste pour faire un petit sondage. Donc, votre maison n'a pas d'identité. Elle n'a pas de raison d'être. Autrefois, vous allez vous promener du côté de Royan, toutes les maisons ont un nom. Peut-être pas un hasard. Les anciens, ils faisaient rarement les choses par hasard. Donc, cette notion de nom, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Après, l'adresse. Si vous avez votre maison qui a deux adresses, forcément, elle est un petit peu perdue. C'est comme si vous aviez deux prénoms. Avec les collègues, on vous appelle d'une façon, dans la famille, une autre. Ben, c'est pas tout le temps facile. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Donc, une identité double. Le mieux, quand même, c'est l'âme, ça peut arriver, mais elle est rarement double. Donc, le mieux, c'est d'en avoir qu'une seule pour être dans son axe, dans sa verticalité. Ensuite, on a une autre notion d'identité. C'est l'identité héréditaire. Donc, pour une maison, qu'est-ce qu'est l'héréditaire? Eh bien, c'est tout ce qu'il y a dans le sol, dans le terrain, déjà, qui s'est passé dans le lieu. La notion d'héréditaire, si c'est une maison qui est déjà construite, c'est les anciens propriétaires, ce qui s'est passé dans les murs. Donc tout à l'heure, on parlait d'information. L'information va donner tout ça aussi, va faire l'identité du lieu. Et puis la troisième identité, eh bien, c'est l'identité essentielle, celle qui vient de l'univers, celle qui va définir la mission et l'objectif. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quand on arrive dans une maison, c'est jamais par hasard. On a toujours un objectif. C'est parce que je suis arrivé ici à cause de mon boulot, je suis arrivé ici parce que je me suis séparé, je suis arrivé ici pour fonder une famille, parce que je suis à la retraite, etc. Donc on avait un objectif.
Et puis, si on travaille un petit peu plus dessus, pour revenir à notre question, est-ce qu'on a choisi notre maison ou est-ce qu'elle nous a choisi? À ce niveau-là, on va être plus sur la deuxième réponse, c'est elle qui nous a choisi. Parce qu'on a peut-être quelque chose à accomplir ici. La maison va être notre allié pour accomplir notre mission. Donc notre mission avec elle et notre mission de vie, puisque c'est le lieu où on doit se ressourcer, se régénérer, et pour pouvoir rentrer, si on va sur un côté plus spirituel, plus en introspection, donc il faut qu'on ait un lieu neutre, propre, voire même qui va nous dynamiser, qui va nous aider à monter dans ce niveau-là. Et lorsqu'on arrive à aligner ou à nettoyer les problèmes qui étaient héréditaires, à donner un nom et puis à nettoyer nos problèmes individuels, et ensuite à prendre un cap, à prendre notre mission, donc notre mission de vie générale, mais aussi une mission dans le lieu. Peut-être que c'était pour avoir de nouveaux voisins, de nouveaux amis, de faire de nouvelles connaissances, et puis que lorsque vous avez accompli votre mission, peut-être qu'on vous pousse un petit peu ailleurs pour aller accomplir autre chose. Et je ne vous parle pas de notion de genèse, c'est-à-dire d'amplitude, d'envergure de la maison. Ça, c'est peut-être pour une prochaine fois. Donc, voilà. Donc, du coup, pour répondre, voilà, revenir à notre question, j'ai un petit peu avancé sur le diaporama. Donc, vous commencez à comprendre qu'en fonction de votre état d'être, de votre niveau de conscience, de ce que vous avez envie dans la vie, eh bien, au départ, vous choisissez votre maison. Ça, c'est le côté, on va dire, presque orgueilleux. C'est moi qui décide de tout. Après, si on commence à dire, ah oui, il y a des énergies, il y a des interactions, on est peut-être 50-50. Et puis après, si on commence à comprendre que la maison, elle a un champ morphique, elle nous donne vie, qu'on a une mission, qu'on a des choses à accomplir, que c'est notre temple, ben moi, ma réponse, ce n'est que la maison. Elle est plutôt ici. C'est la maison qui vous choisit. Parce qu'elle vous envoie toutes les informations nécessaires, qu'elles vous plaisent ou qu'elles ne vous plaisent pas, pour pouvoir évoluer et éclairer vos difficultés. Parce que dans la vie, on n'avance que en changeant nos défauts. C'est rare qu'on remette en cause nos qualités. Je suis trop bon, il faut que je change. Non. Ouais, là, j'ai peut-être fait un truc qui n'est pas bon. Pourquoi? Je vais essayer de travailler sur ça. Bien, la maison, elle peut vous aider à ça aussi. Si vous en prenez cette dimension-là, dire, ah tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pas bien là? Qu'est-ce qui se passe? Et la maison va servir de miroir, de reflet. Elle va résonner avec vous. Donc résonner, c'est amplifier. Donc amplifier soit en perturbant, soit vraiment en étant donc perturbant, on va être dans les maisons écopathies, soit en vous donnant de l'allant et en vous aidant dans votre démarche, et on va être dans des maisons écovidis, c'est-à-dire vous donner la vie, vous donner le souffle. Là, il retrouve son rôle de foyer qu'on a parlé tout d'abord. Au tout début. Oui, je vous ai pas dit le coup de l'information du foyer. Si on va juste revenir un coup en arrière sur les informations, la télé, c'est une information juste individuelle. C'est juste une onde créée sur laquelle on vous donne une information. Par contre, si on commence à aller sur le foyer, l'information ne va pas être tout à fait la même. Donc quand on se coupe du foyer, eh bien avec 2 points, impossible de trouver une direction, de trouver une mission. On va tirer 2 points, on va avoir une droite, mais en fin de compte, on ne va jamais pouvoir repérer un point. Vous savez, le GPS, etc., c'est toujours par triangulation. Donc il nous faut 3 points pour avoir une zone précise, parce que 2 points, on est sur 2 dimensions, il va nous manquer la 3e. Donc 3 points pour pouvoir avancer. Moi, quand je parle de mission, c'est le cap de vie aussi. Si on prenait l'histoire d'un bateau, un bateau, pour savoir où il doit aller, il faut déjà savoir d'où il vient, où il est, comment il est, définir un cap, et puis se repérer. On a l'étoile polaire, et avec tous ces éléments, on va pouvoir tirer un cap et savoir où on va. Et pour symboliser, donc ça va être l'identité. Et puis si on reprend l'image du bateau, le champ morphique,
ça va être toutes les conditions autour qui vont faire qu'on va pouvoir avancer ou pas. Est-ce qu'on a mis la bonne voile? Est-ce que le vent est dans le bon sens? Est-ce qu'il y a un gros bateau qui va nous couper la route? S'il y a un gros bateau, est-ce que je garde mon cap ou est-ce que je dévie? Au choix. Des fois, c'est pas parce qu'on sait qu'on doit aller là-bas qu'on va pouvoir y aller en ligne droite. Donc la maison, elle peut aussi vous servir et vous aider à tout ça. Mais ça, c'est dans mon approche. Au niveau de la maison, on va avoir 3 niveaux. On va avoir d'abord une approche où on va neutraliser les choses. Donc c'est parce que voilà, on a une résonance vraiment trop forte, la maison est vraiment chargée et ne nous correspond pas, où on a vraiment un gros travail à faire dessus. Après, on va commencer à harmoniser. Donc on va être voilà, comme le yin et le yang, on va être en équilibre. Et puis, donc on va commencer à avoir un petit mouvement. Et puis après, le but idéal, surtout au moins pour les lieux thérapeutiques, on doit activer le lieu. C'est-à-dire que si on prenait une histoire d'énergie, ben le lieu il devrait être légèrement, vibratoirement au-dessous de nous pour pouvoir nous aider à nous propulser et avancer dans la vie. Au lieu d'être le boulet qui nous freine et qu'on rentre tous les soirs à la maison et qu'on se retrouve plus fatigué le lendemain matin que quand on est arrivé, etc. Donc, pour schématiser un petit peu tout ça, je vous avais, voilà, donc je vous ai donné ma réponse. Après, le but aussi était que, surtout, c'est que vous partiez avec plus de questions que quand vous êtes arrivé. Et puis que vous trouviez votre réponse. Et quelque part, elle peut être les 3 à la fois aussi. Hein. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans ma pratique. Donc, la mission avec la demeure, c'est juste ce qu'on vient de finir. Comprendre que peut-être on a quelque chose à faire avec une maison. Dans ce cas-là, le client vient, on teste la maison, et puis on trouve une entité, une femme. On cherche un peu parce que l'autorisation nous est donnée. Un infanticide. Donc on trouve l'emplacement du bébé qui avait été enterré dans la maison et tout. Bon, on peut faire comme on disait tout à l'heure, partir à la lumière. Mais là, on lui pose plutôt un peu de questions, on a des retours. Et puis donc on met en place tout un soin pour pouvoir... Parce que on dit souvent, voilà, on fait partir l'âme dans la lumière et hop, c'est parti. Non, pas forcément. Des fois, ce qu'elles ont besoin, c'est juste de monter de plan, de taux vibratoire, on appelle ça comme on veut. Et elle est toujours présente, mais plus du tout sous le même aspect. J'avais l'avantage que la cliente avait des perceptions, donc elle avait vu la dame avant très noire, très en colère forcément, d'avoir tué, elle a pris conscience en passant de l'autre côté ce qui s'était passé, etc. Donc elle regrettait son geste. On a fait le soin, elle s'est élevée. Bon voilà, on peut s'arrêter là et se dire, bon, ben, on a fait le boulot et impec. Mais ce qui est marrant, c'est pas forcément marrant, mais c'est le terme que j'utilise souvent, c'est que cette dame, en fin de compte, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant de sa vie. Donc elle se retrouve dans une maison où elle doit aider une âme à passer qui a tué un enfant. Donc vous imaginez la démarche personnelle et le travail à faire sur soi pour pouvoir aller aider une âme qui a fait tout ce qu'elle aurait voulu. Elle a fait toute sa vie pour avoir un enfant, et là, il faut qu'elle aide quelqu'un qui a tué son propre enfant. Bon, ça remue, ça brasse. Mais quelque part derrière, c'était super enrichissant pour cette femme. Alors vous allez me dire, peut-être, c'est le hasard. C'est Einstein qui avait dit, hein, le hasard, c'est le masque que Dieu prend pour voyager incognito. Dieu, on peut le mettre côté religieux, mais c'est surtout le côté divin, le côté champ ultime, unifié, informationnel, celui qui connaît tout. Un autre exemple que je voulais vous donner, le nom de la demeure. Ça tombe bien, vous allez pouvoir vous creuser les ménages, parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait un nom à sa maison, et comment faire pour trouver un nom à la maison? Des fois, vous le savez déjà d'entrée de jeu, hein. Vous vous posez, clac, le nom il vient tout seul. Autrement, on a compris tout à l'heure qu'on était interconnectés à la maison. Que la maison et nous, c'était la même chose, hein, à un certain niveau. Hein. C'est votre seconde peau. Donc vous vous posez, vous communiquez avec votre maison et vous allez voir que le nom, il peut venir rapidement. Là, avec la cliente, bon, problème d'identité, le nom de la maison qui n'était pas là, présent. Alors on fait comme ça, et puis bah, moi j'utilise comme outil l'antenne de l'échelle pour vérifier si c'est centré, c'est-à-dire si c'est compatible ou pas avec le champ morphique
donc avec l'identité du lieu. Et puis, du coup, elle me dit, je sais pas trop et tout. Alors on va voir, histoire de pièces, etc. Ben, j'ai dit, quelle est la pièce que vous préférez et tout. Elle me dit, ben, c'est le soir, on se met dans le canapé et on regarde le soleil couchant. Elle me dit, ben, c'est ça le nom de la maison, le soleil couchant. On teste, etc. Ça passe. Et en fin de compte, alors, du coup, on débriefe un petit peu sur le nom. Et c'est des gens qui ont pris cette maison, qui ont acheté cette maison pour leur retraite, pour finir leur jour. Donc on peut relier aussi les symboles. Ensuite, l'identité héritière de la maison. Alors ça c'est en plus quelque chose qui arrive souvent ici. On retape une étable et ça devient notre maison d'habitation. Quelle est l'identité de la maison? Quelle est sa fonction? C'est une étable pour mettre des vaches, pour mettre des hommes. Après, on pourrait presque reprendre l'expression de De Gaulle, les Français ils sont tous des veaux. Hein. Donc du coup, si vous vivez dans une étable, bah, c'est logique que vous ne captez pas les informations qu'il faut pour votre vie. Hein. En plus, là sur l'exemple que j'avais de cette personne, pour la déco, ça faisait bien, hein, on revient presque un peu feng shui. Bah, on avait laissé les anneaux. Ouais. Ça fait comme joli la déco. Hein? Chez Jacques, moi il a gardé les anneaux, c'est pour s'accrocher de temps en temps quand il fait des bêtises. Mais, Donc du coup, à quelque part dans les soins, ça a été tout simplement de prendre conscience de l'hérédité de la maison, de la remercier pour tout ce qu'elle a été, et puis de dire maintenant, non, c'est une maison d'habitation, il y a des hommes, qu'est-ce qui te rattache encore un petit peu au côté animal? Et bien symboliquement, parce que souvent c'est que des choses symboliques à faire, on a été enlever l'anneau. Et on a souvent défini un nom en même temps, et quelque part, voilà, la maison avait sa mission. Alors c'est pas parce qu'on fait tout ça que tout roule sur nickel, hein. Même au contraire, c'est tout le paradoxe de la vie, c'est que plus on avance, plus c'est compliqué. Parce que vu que vous avez compris comment ça fonctionne, ils sont joueurs. Donc plus on vous en met. Hein. Alors, une autre... Donc ça, voilà, tout ça, oui, c'est des vieilles maisons et tout ça, sur la maison neuve, ça n'existe pas. Et eh bien, sur la maison neuve, quand on construit, on y pose une intention. Cette maison, je la veux comme ça, comme ci, pour telle raison, etc. Donc on informe la maison. C'est pas parce que c'est que même sur papier, non, elle est déjà vibratoirement, elle a son énergie, ses informations qui sont là. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Alors j'ai une... il y a encore une cliente. Avec les dames qui sont un peu plus sensibles à tout ça. Elle vient, problème de couple en fin de compte, dans la maison, ça calme pas trop. Alors elle me dit, on va parler, il y a peut-être des énergies qui sont pas bonnes, etc. On cherche, etc. Et puis on tombe que c'était au niveau de la maison, je dis au niveau mémoire des lieux, mémoire des murs. Je sors mémoire des murs. Alors elle me dit, c'est bizarre et tout, ma maison elle a à peine 2 ans. Je dis, si vous avez peut-être fait quelque chose, etc. Non, rien de particulier. Et puis je dis, avec quelle intention vous avez construit la maison? J'ai reproduit la maison de mes parents, parce que j'adorais cette maison, et on a été obligés de s'en séparer quand ils ont divorcé, donc je voulais la même maison. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repris toutes les informations, parce que l'adage, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, rien ne se perd. Les informations de la maison de ses parents étaient présentes, elle a reproduit avec la même intention, donc on reconnecte dessus la maison les informations des parents qui se sont divorcés pour X raison. Et bien, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on a fait quelques soins, et bien déjà ça peut continuer à ne plus aller dans le couple. Mais par contre, la maison ne va pas renforcer, ne va pas résonner avec ça et renforcer la situation. On va peut-être pouvoir discuter maintenant, alors qu'avant on se criait dessus, et trouver des solutions. Alors, mémoire du lieu. Alors, celui-ci, donc c'était le propriétaire a acheté la maison il y a 4-5 ans, une maison un peu ancienne, pas trop, pour de la location.
Et puis là, elle décide de venir habiter dedans. Mais elle me dit, de toute façon, il faut que je passe par quelqu'un parce que je ne tiens pas plus de 3 heures dedans. Elle dit, j'ai jamais passé une nuit parce que c'est impossible. Et 3 heures grand maximum. Et tous les artisans qui interviennent, soit ils ne viennent pas, soit ils annulent à la dernière minute, soit ils me cassent quelque chose dans la maison. Bon. Alors, en fin de compte, bon, on avance, on a trouvé qu'il y avait tout un lieu de rituel sur ce terrain. En fin de compte, c'était des vieilles mémoires. Hein. Et en plus, dans sa vie, depuis qu'elle avait acheté la maison, elle n'avait pas tilté hein, quand on parlait de notion de cycle, etc. Que depuis qu'elle avait acheté la maison, en fin de compte, plus rien roulait correctement, quoi. On trouve tout un soin un peu... ouais, parce que des fois, c'est un peu... mon approche étant que j'ouvre à tout. Forcément, des fois, on part sur des rituels, oui, on va dire un rituel, parce que de toute façon, dès qu'on fait un soin, c'est un rituel. Hein. Que vous preniez votre médicament tous les matins, c'est un rituel. Donc, on part sur un truc un peu compliqué. On plante des arbres à certains endroits, des huiles essentielles et tout. Et puis, un jour, elle m'appelle, elle me dit faut que je vous dise, parce que j'ai mes voisins qui viennent de m'appeler, ils pensaient qu'il y avait le feu à la maison. Alors... Puis j'ai été voir avec mon mari, en fin de compte c'était dehors, et puis il y a eu comme une fumée, une grosse fumée qui s'est libérée. Et alors je dis, bah, il y a peut-être un tas d'air, mais elle me dit non, il y a rien et tout, alors comment vous expliquez ça? Je dis, moi, je ne peux pas vous expliquer, vous, quel est votre ressenti? Ah bah je me sens bien. Elle me dit, c'est comme si tout était parti. Et alors ce qui est marrant, parce que c'est que derrière, elle me dit, ben, ça y est, j'ai les artisans, ils viennent, ils s'entendent, tout avance super vite dans les travaux et je vais pouvoir emménager dans 3 mois. Donc, quelque part, voilà, elle raisonnait avec ça, parce que même si vous êtes que propriétaire et qu'il y a des locataires, des fois, il peut y avoir des interactions qui se passent, hein, parce que vous avez quelque part une connexion en tant que propriétaire quand même au champ morphique de la maison, parce que vous avez une partie de vous qui est là-bas. Vous savez, tout à l'heure on disait qu'on était multiples, hein, et puis qu'il y a une interaction avec le locataire en même temps. Donc il peut se produire des choses qui vont se produire avec un locataire et pas avec le suivant. Et puis après, voilà, je voulais juste reparler une notion d'harmonique de pollution, c'est pour revenir à tout à l'heure. L'harmonique, vous savez, c'était l'histoire qu'on démultiplie une fréquence. Eh bien, moi dans ma pratique, je suis que sur ça. Alors des fois c'est un peu déroutant parce que ça fonctionne en pulse. Des fois les pulses c'est bien, on arrive à trouver toutes les bonnes combinaisons tout de suite, et puis des fois c'est vraiment un peu le bazar. Et bien derrière ça veut dire que on va trouver par exemple une pollution Wi-Fi qui va correspondre avec une pollution tellurique et puis qui va correspondre avec un problème psy. Et puis du coup, comment on résout tout ça? Mais des fois, il suffit de faire un petit levier sur chaque, on casse la résonance, et il n'y a plus de problème. Ou la résonance n'a plus de lieu d'être, donc les perturbations ne sont plus là. Et ce qui est même... alors là, on va aller sur un autre domaine, mais là, c'est, je dirais un peu grâce à ma nièce qui fait des hautes études en violon au conservatoire. Hein. Donc on discutait, voilà, plus pour les ondes par l'acoustique. Et je dis, des fois j'ai l'impression de trouver des fois des problèmes qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'origine. Alors là, ça m'interpellait un petit peu, j'avais lu tout ça. Elle me dit, mais oui, nous aussi, les grands compositeurs, normalement, ils font comme ça. On met une note, elles sont en résonance, elles créent une harmonique, il y a une troisième note qui est jouée par personne qui vient dans l'orchestre. Ok. Bon, j'ai compris pourquoi de temps en temps on va raisonner avec 2-3 problèmes concrets et il y en a un quatrième qui n'a pas d'origine et qui vient se présenter. Et on peut s'attaquer au quatrième par toutes les solutions, vous ne l'enlèverez jamais, puisqu'il n'a pas d'origine. Il n'est qu'une résonance des 3 autres. Donc des fois, il faut casser une résonance sur les 3 autres et ça libère le quatrième. Voilà. Donc ma phrase de conclusion, donnera Michael Ivanov. Le but supérieur est comme un diapason. Au moment où toutes les particules de son être s'accordent avec ce diapason, elles vibrent en harmonie. Donc, le but, votre mission, la mission avec le lieu, c'est le diapason. Et au moment où toutes les informations, toutes ces énergies, toute cette matière, parce que la matière contient de l'information,
commence à s'accorder avec le diapason, eh bien vous pouvez vivre en harmonie dans votre maison. Je vous remercie, et puis si vous avez des questions, je suis à la disposition. Nous venons d'acheter un terrain. Plus fort, madame, plus fort. Nous avons acheté un terrain et nous nous sommes rendus compte que, point de vue cadastre, il avait un nom, c'était une route, et la mairie a donné le mot chemin. Alors, quand vous dites double identité, lequel doit-on prendre? Soit le chemin qui est désigné par la ville, ou soit la route qui est décidée par le cadastre. Moi, j'ai pas de réponse toute faite. Parce que ça, si on passe sur une réponse toute faite, c'est l'intellect qui fonctionne. Donc, moi j'ai un outil, quelque part, on pourrait s'en passer. Hein. Je prends un tel et on regarde lequel va résonner avec le champ morphique de la maison. Et puis peut-être que c'est même pas un problème. Si vous considérez que c'en est pas un, vous avez pris conscience que c'est juste une transformation. Bon, ok. Par contre, on est au courant des origines. On sait que le terrain, c'était ça, et puis c'est devenu comme ça, et ok, j'en ai pris conscience. Maintenant, je te rebaptise pour être en norme avec l'administration, ce chemin-là. Ben, il a deux noms. C'est chemin ou route. Est-ce que vous utilisez les deux? Ah, moi, j'utilise rien pour l'instant, je n'habite pas. Oui, mais Parce après que ça va se mettre en place. Qu'est-ce qui va se mettre en place? Ben, après là, Nous, on a choisi route. voilà. Mais après, voilà, il faut voir, petit à petit, ça va se mettre en place par rapport aussi à la mairie. Ils vont, eux, décider du terme. La mairie, c'est chemin, et le cadastre, c'est route. Après, voilà, si c'est la mairie, c'est chemin, gardez chemin à ce moment-là. Mais On a alors, vous réfléchissez. voilà. Ben alors, posez la question à la maison, comment si elle préfère être desservie par une route ou par un chemin. Bravo. C'est une question d'ego. Bien, moi, je vais vous donner un exemple de ce qu'a dit Sébastien. Quand j'ai visité plusieurs maisons dans le secteur, et je me suis arrêté devant une maison, et ma femme me dit, tu vas quand même pas acheter ça. Il n'y a pas de terrain, il n'y a rien du tout. J'écoute, je ne sais pas pourquoi, cette maison me dit quelque chose, une fois restaurée, elle peut bien. Et puis j'ai l'impression que cette maison, elle attend quelqu'un, et j'ai même l'impression qu'elle est sur la défensive. Ah, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a acheté cette maison, on a commencé la restauration de cette maison, puis en défaisant une façade, on a trouvé une fenêtre à meneaux, c'est-à-dire que des fenêtres que vous avez dans les châteaux, normalement, elle était sur le côté d'une façade de la maison, on a trouvé ça bizarre. On l'a quand même mis en évidence. Puis, sur le fronton de la maison, il y a une roue en pierre qui est taillée, c'est un symbole alchimiste. On a dit, ça commence bien, et on l'avait évité de justesse qu'un Parisien voulait découper la pierre et l'emmener chez lui. Heureusement, on l'a sauvé de justesse. Puis on dit un jour, tiens, on va construire, on va faire un garage. On abat la grange qui est à côté. Et dans le mur, on trouve des encriers. Des encriers qui étaient dans le mur enrobés de débris de verre. On en a trouvé 3, 4 comme ça. Alors on a dit, c'est bizarre. On a porté ça au musée à Saintes. Ils ont fait des recherches. Ils nous ont dit, oui, ça fait la deuxième maison en Charente-Maritime, on trouve ça. Bon, il y a des encriers qui sont originaires de la région du Mans, comme ça, qui ont été faits dans le XVIe siècle, par le XVIe siècle. Et on n'a jamais pu savoir l'énigme qui nous disait pourquoi, effectivement, on avait refait ces encriers-là. Bon. Et puis, après, quelques années après, il y a un puits qui est vu devant la maison, et j'y ai trouvé un genre de dessin qui représente une coupe dessus. Et alors, un de mes gros amis, qui est Guithieu, qui est connu pour être un géophysicien très important, oh, me dit ça, c'est un palindrome. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Ah, il me dit, c'est pas compliqué, il me dit, un palindrome, c'est un signe que tu peux parler aussi bien, tu peux le prendre aussi bien à droite et à gauche. Ah bon?
Et je dis, c'est quoi? Ben, il dit, c'est un signe ésotérique, ça voulait dire que l'eau du puits est bonne pour les vaisseaux. Il m'a fait tout un pataquès sur ce truc-là. Eh ben, je dis, ça va, hein. Je sais pas où c'est que je suis tombé. Et finalement, la dernière découverte, en grattant la terre, chez moi, je trouve une rune. Une pièce, une rune, c'est l'écriture runique, c'est-à-dire l'écriture sacrée. Hein, il y avait un Y dessus, tout ça, c'est une rune. Alors, quand j'ai accumulé tout ça, alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette maison? Est-ce que c'est sur un lieu? Est-ce qu'elle a été construite sur un lieu qui était historique, hein, purement et simplement? Ou bien, est-ce que cette maison a été habitée, et son origine, par des ésotériques? Et, à l'intérieur de la maison, je me suis dit, c'est pas impossible, puisqu'il y a des moellons qui sont rouges. C'est-à-dire que cette maison a été incendiée plusieurs fois. Ce qui pourrait effectivement attiser la thèse des gens qui étaient là et qui étaient peut-être considérés à cette époque comme des éthériques, des sorciers, si vous voulez parler purement et simplement. Voilà, et j'en suis encore à dire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue des recherches? Est-ce que il y a quelque chose qui est en dessous de la maison? Je n'en sais rien encore. Voyez. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement la maison m'avait attiré et c'était pas pour rien. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Monsieur va vous donner la solution. Ah oui, oui, je le connais, vous ne vous inquiétez pas. Il a trouvé la solution. Il a déjà trouvé la solution. Voilà, si vous avez d'autres exemples à nous dire, bien. Enfin. Bien, monsieur Floch, vous aviez peut-être à intervenir, je crois. Ah non, pour moi, j'ai rien à dire. Hein. Ah, je ne sais pas, Pour une fois, c'est nickel. Hein. Il semblerait que tu avais quelque chose à dire. Non, je vais simplement dire que quand il parle de quelque chose qui n'a pas d'origine, on retrouve les ondes scalaires, juste ça pour en passant. Ah, les ondes scalaires. Voilà. C'est ça mon travail, c'est quand même pas mal. Quand même. Mais je signale quand même que nous, on a deux entités dans la maison, deux entités dans la maison, qui sont dans la cuisine, et elles ne veulent pas partir. On leur a posé la question, on est gardien des lieux. T'es bien gardé alors. Pour l'instant, ne me gêne pas. Il reste. Mais il y en a toujours deux. Il y a deux entités dans la maison. Si tu as deux gardiens des lieux chez toi, c'est l'indice d'un lieu particulièrement important. Voilà, tout simplement. Ça confirme peut-être ce que j'ai dit. Oui, parce qu'il n'y a pas des gardiens des lieux dans toutes les baraques. Hein. Surtout deux. Deux. C'était Il y a un homme et une femme. C'était un gros sort. Alors, on comprend pourquoi maintenant. Oui, je ne comprends pas mal de choses. Bien. Alors, est-ce que personne n'a... Bien, personne n'a rien à dire. Bon, on vous laisse à ce moment-là 10 minutes pour faire regarder un petit peu ce qu'il y a là-bas sur l'étalage. Et puis ensuite, on boira quelque chose. J'ai quelque chose à dire quand on va reprendre. Ah bon? Oui. Alors, Non, mais pas pour ça. Hein. Sur la qualité de la boisson, là? Oui. C'est surtout là-dessus. Voilà, et je vous inviterai donc à boire, à manger des petits gâteaux, parce qu'aujourd'hui j'ai fêté mes 74 printemps. Ça fait quand même 15 ans quand même que je préside cette association, 15 ans que je fais l'université. Ça commence à bien faire. Je ne sais pas combien de temps je continuerai encore. Je n'en sais rien. Oui, c'est pas enfin. Donc, si vous voulez par là, on demandera un petit coup de main de mettre des tables dans le fond là-bas pour qu'on vous mette le nécessaire dessus. On va pas aller dans le couloir, ça fait ça depuis 20 minutes. Voilà. Pas de problème. Quand on arrête de pédaler, on tourne la gueule. C'est bon?